D'un côté, il semble qu'il suffise d'un côté, il semble qu'il suffise, qu'il est suffisant, qu'il soit suffisant, pardon, d'obéir à la loi pour être juste. D'obéir à la loi pour être juste. En effet, puisque la justice renvoie à un sentiment particulier et subjectif, parce que la justice renvoie à un sentiment particulier et subjectif, il semble nécessaire qu'il y ait des lois pour instaurer, il semble nécessaire qu'il y ait des lois pour instaurer une conception commune de la justice. Sans loi, est-ce que je vais trop vite? C'est juste, c'est très bien. Sans loi, la société serait livrée. Sans loi, la société serait livrée à des rapports de force. Sans loi, la société serait livrée à des rapports de force brutaux. Mais d'un autre côté, on peut penser qu'il ne suffit pas d'obéir à la loi pour être juste. Il ne suffit pas d'obéir à la loi pour être juste. En effet, non seulement il est difficile de savoir si une loi correspond à la justice en soi, j'arrive. Il est difficile de savoir si la justice correspond, pardon, si la loi correspond à la justice en soi, mais on peut trouver qu'il n'est pas suffisant, on peut trouver qu'il n'est pas suffisant d'obéir à la loi pour être juste.
car la justice est aussi une vertu personnelle. Autrement dit, la personne juste le serait de son plein gré. La personne juste le serait de son plein gré, et non par obéissance à la loi. Alors, normalement, après ça, il y a l'annonce du plan. Il y a l'annonce du plan. Là, comme c'est pas exactement une dissertation que je vous fais, mais vraiment un cours, je vais faire un, un gros cours en plusieurs parties, et très exactement en 4 parties. On va voir la première partie de ce cours aujourd'hui. Alors, il faut simplement que je retrouve les textes. Non, c'est pas ça. C'est ça. Alors, première partie, et il y en aura 4, effectivement. Grand 1. Grand 1. Obéissons-nous à la loi ou sommes-nous soumis à son pouvoir de contrainte? Grand 1. Obéissons-nous à la loi ou sommes-nous soumis à son pouvoir de contrainte? Alors pourquoi est-ce qu'on obéit à la loi? Pourquoi est-ce que vous obéissez à la loi? Vous êtes obligé, mais qu'est-ce qui vous pousse à obéir à la loi? Oui. Les sanctions. Autrement dit, on peut penser légitimement, à mon avis, que la raison principale pour laquelle on se conforme à la loi, c'est qu'on risque des sanctions si on ne le fait pas. Okay. Et la raison pour laquelle on peut penser qu'il y a autant de délinquance et de criminalité dans notre pays, c'est qu'on a de bonnes raisons de penser que ces sanctions ne sont pas appliquées. Je ferme cette parenthèse, mais je pense qu'on s'est déjà entendu sur cette question. La question qu'on peut se poser, du coup, c'est de savoir s'il y a vraiment une distinction entre l'obéissance et la contrainte. Est-ce que ce qu'on appelle obéissance, c'est pas tout simplement l'intégration d'une contrainte? Le fait que la probabilité d'une contrainte à venir dans notre comportement quand notre comportement n'est pas conforme à la loi. Alors, on va lire un texte de Blaise Pascal tiré des Pensées qui traite exactement de cette question. C'est un texte qui examine le rapport entre la force et la justice. Et en gros, la question que ce texte pose, c'est est-ce que comment mettre ensemble la force et la justice? Okay. Alors, je lis le texte et vous allez voir, il est d'une logique implacable. C'est vrai. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique.
La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est acquise. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute, la force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Alors, que dit Pascal? Je reprends les étapes du raisonnement. Oui? C'est pas du tout un sac de nœuds. Je vous ai perdu parce que vous n'avez pas bien suivi. Mais en fait, le texte est très simple. Pascal va comparer la force et la justice. Okay. Qu'est-ce qui fait que nous suivons la justice? C'est que tout simplement nous reconnaissons la justice dans telle personne, dans telle décision, dans telle action. Qu'est-ce qui fait qu'on suit la force? Eh bien, c'est la contrainte, c'est la nécessité. Ce qui va faire qu'on se soumet à la force, c'est qu'il y a effectivement le constat d'une force qui est supérieure à la nôtre. On se soumet à une force supérieure à la nôtre. Et donc, il faut se demander comment est-ce qu'on peut combiner, et surtout dans quel sens on va combiner, la justice et la force. Est-ce qu'on va rendre la force juste, ou est-ce qu'on va rendre la justice forte? Et c'est toute la question du texte. Pascal commence par dire que la justice sans la force est impuissante. Si vous ne dotez pas la justice d'une certaine force, par exemple si vous ne dotez pas la justice française d'un service de police, de prison, etc., eh bien la justice pourra être aussi juste qu'elle le veut, elle sera totalement impuissante à faire appliquer ses décisions. Mais la force sans la justice, elle est tyrannique. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait qu'appliquer son droit du plus fort à une autre personne est considéré, à juste titre, peut-être comme un tyran. Et donc, il va falloir combiner la force et la justice. Comment faire? Dans quel ordre? Et là, je pense que vous pouvez répondre à la question, si vous êtes logique. À votre avis, est-ce qu'on va rendre la justice forte ou est-ce qu'on va rendre la force juste? Non, c'est soit l'un soit l'autre. Pourquoi la force juste? Pourquoi ça ne peut pas marcher dans l'autre sens? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rendre la justice forte? Non, c'est pas ça. Imaginez que vous soyez dans un groupe et que dans ce groupe, il y a des individus de forces différentes. Qui va pouvoir dire ce qu'est le juste? Le plus juste ou le plus fort? Le plus fort. Autrement dit, le problème de la justice, c'est qu'elle peut toujours être contestée pour des raisons diverses et variées par des gens qui auront la force de leur côté. Le problème de la force, c'est qu'une fois qu'ils disent ceci est juste, ceci est injuste, il suffit qu'ils fassent usage de la force pour qu'on finisse par les croire, parce qu'ils seront les plus forts et qu'ils seront les seuls à pouvoir faire respecter leur conception du juste. Okay. Est-ce que vous comprenez ça? Okay. C'est quoi la morale de l'histoire? Ouais, dites-moi. Alors, on n'est pas obligé de les croire, on fait comme si on les croyait, mais en réalité, bien souvent, on les croit. Euh, Pascal, un des philosophes de cette époque, qui va critiquer la royauté, la monarchie de droit divin. Et il va dire la chose suivante, et en fait c'est ce qu'il dit, hein, on n'a aucune raison de croire que le plus fort
soit le plus juste. Le plus fort, c'est le plus fort. C'est tout. Simplement, c'est le seul à pouvoir dire ce qu'est la justice sans être contredit. Okay. On peut penser à une histoire que raconte un auteur latin qui s'appelle Saint Augustin, qui est un des pères de l'Église catholique, et qui raconte cette anecdote à propos d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand arrive en Égypte avec sa flotte, et une fois qu'il a pris le contrôle de l'Égypte, il décide de faire la guerre aux pirates en Méditerranée, parce qu'il y a toujours des pirates en Méditerranée. En réalité, il y en aura toujours jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à ce que la marine française intervienne violemment en Méditerranée et très précisément en Algérie. Et il va tomber, Alexandre le Grand va tomber un jour avec sa flotte sur un pirate. Et le futur empereur, Alexandre, prend le pirate par le col et il dit: Ah, t'as voulu faire le couillon, hein? Bah regarde-toi maintenant, t'as l'air malin. Et là, le pirate a une réaction qui est étonnante. Le pirate va dire à Alexandre: Mais au fond, euh, entre toi et moi, la seule différence, c'est la taille de ta flotte, c'est le nombre de tes vaisseaux, et c'est évidemment ton succès. C'est-à-dire que la seule différence qui nous sépare, toi et moi, c'est que c'est toi qui es le plus fort, moi qui suis le plus faible, toi qui peux dire ce qui est juste, et moi qui suis obligé de dire, bah, je me soumets à ta conception de la justice. Mais en réalité, on n'a aucune raison, de penser que c'est toi qui es le plus juste. C'est simplement toi le plus fort. Tu as le droit de dire ce qui est le juste, mais j'ai le droit de penser que tu n'es pas le plus juste. Oui. Ah bien sûr, le plus fort, c'est le plus puissant. C'est celui qui va pouvoir imposer sa conception du monde. C'est à ça que sert le pouvoir, hein. Le pouvoir, ça ne sert pas à écraser. Ça sert d'une certaine manière à faire comme si tout cela était juste. Tout cela était juste. Et donc, il y a un petit côté anarchiste, en fait, chez Pascal. Ou en tout cas, il y a un petit côté critique de la domination politique chez Pascal. Pascal va dire aux puissants, vous n'êtes pas les plus justes, vous êtes simplement les plus puissants. Vous n'avez aucune raison de fonder sur la justice, sur Dieu, sur un droit divin, votre pouvoir. Vous êtes simplement né au bon moment, au bon endroit, dans la bonne famille, avec des armées à votre botte, des armées qui sont capables d'imposer pour vous une conception de la justice, qui est votre conception de la justice, mais qui n'est pas la justice. Et en même temps, si je puis dire, Pascal est tout sauf un anarchiste, c'est plutôt un conservateur. Pourquoi? Parce que ce que Pascal va dire, c'est qu'on ne peut pas savoir qui est le plus juste. On peut simplement savoir qui est le plus fort. Et comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, il suffit de s'en prendre une de temps en temps pour s'en rendre compte d'une certaine manière. Il suffit que le prince écrase régulièrement des révoltes pour qu'on se rende compte qu'il est le plus fort. Mais si je veux renverser le gouvernement, si je veux renverser l'État, suis-je bien certain que c'est moi le plus juste? Pascal va dire non. En fait, on n'a aucune raison de savoir, enfin, on n'a aucune manière de savoir qui est le plus juste, on n'a aucune raison de penser que moi, je suis plus juste que n'importe qui d'autre, puisque tout le monde pense ça, en réalité, y compris ceux qu'il appelle les méchants. Il dit il y aura toujours des méchants, c'est-à-dire il y aura toujours des gens qui sont objectivement des salopards, pour croire qu'ils sont justes, et pour le croire sincèrement. Okay. Cela veut dire qu'en gros, pourquoi faire la révolution au fond? Pourquoi renverser le pouvoir si le pouvoir qui va succéder n'est pas juste? En tout cas, il n'y a aucune garantie qu'il soit juste. Qui a joué à
Red Dead Redemption, premier volet. C'est pas vrai. Alors, c'est un jeu vidéo qui s'inscrit dans un contexte, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, à la frontière US-Mexique. Et à un moment, le héros traverse la frontière américaine pour aller au Mexique, et là, il tombe en pleine révolution. Ok. Il y a des révolutions dans tous les sens. Il y a des colonels qui sont très très méchants et qui sont au pouvoir, et des colonels qui sont très très gentils et qui réclament la justice et qui demandent la justice pour les paysans et qui veulent prendre le pouvoir, qui veulent faire un coup d'État. Et en fait, ça correspond à une situation historique réelle, celle du Mexique à la fin du 19e siècle. C'est les révolutions de Pancho Villa. Vous avez peut-être vu ça en espagnol si vous faites de l'espagnol. Bon, en gros, à la fin du 19e siècle, vous allez avoir des coups d'État dans tous les sens. Un matin, un colonel se réveille, il va voir les paysans, il va dire révolte, révoltez-vous, votre situation est injuste. Alors évidemment, il arrive à faire la révolution, il prend le palais présidentiel et il s'impose comme chef de l'État. 15 jours après, vous avez un autre colonel mexicain qui va dire exactement la même chose aux paysans, qui va leur dire révolte, et il va prendre le pouvoir, etc. etc. Il va devenir calife à la place du calife, comme on dit dans Is No Good. Alors, euh, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que tout ce qu'on a gagné, ce sont des rivières de sang, mais on n'a pas gagné la justice. On n'a aucune raison de penser que le monde de demain sera plus juste que le monde d'hier, ou le monde d'aujourd'hui. Okay. Alors, petite synthèse que vous allez noter, et on en aura fini, je pense, pour aujourd'hui. Vous avez des questions déjà? C'est compris? Même Hamza? Vous avez compris? Hmm. C'était sur quoi? Sur la loi? Allez-y. Et ensuite, on note le cours. Vous ne savez plus? Bah, ça dépend. Alors, ok. Hamza, je suis obligé de reformuler votre question pour que vos camarades puissent entendre, parce que là, le micro porte pas assez loin. Votre question, c'est est-ce que c'est un bon argument, en gros, et vous me dites si vous êtes d'accord avec cette reformulation, est-ce que c'est un bon argument pour contester la justice d'une loi qu'il y ait des gens qui y soient favorables et d'autres personnes qui y soient défavorables? Exactement, par rapport à leurs croyances personnelles, par rapport à leur opinion. La réponse est non. C'est-à-dire que, et pour le coup, c'est un argument qu'on vient de voir avec Pascal, il y aura toujours des méchants. Autrement dit, même la loi qui peut être considérée comme la plus juste pourra toujours être contestée par des méchants, par des gens qui n'y voient pas leur intérêt et qui diront cette loi n'est pas juste. Est-ce que ça fait de la loi une loi injuste? La réponse est non. Autrement dit, on ne peut pas exciper prétexter d'une raison personnelle, de sa propre sensibilité, de ses propres croyances, de ses propres opinions, pour dire que la loi n'est pas juste. Ça ne suffit pas. Ce qu'il faudrait, c'est montrer en quoi la loi crée des inégalités, institue des discriminations qui sont injustifiables sur le plan sociétal, social, moral, etc. etc. Okay. On peut penser typiquement à des lois raciales, si vous voulez, euh, et on peut critiquer le bien fondé de ces lois. Pourquoi? Okay. On peut très bien considérer que certaines lois sont arbitraires et que cet arbitraire n'est pas nécessaire, qu'il correspond à un biais idéologique, qu'il correspond à une absurdité venue d'un temps passé. Mais ça, faut le montrer d'une certaine manière. Nos croyances personnelles, nos opinions, notre sensibilité ne suffisent pas à contester la loi, parce que
de toutes les manières, dans aucun pays, on trouve euh, un consensus absolu sur n'importe quelle loi, hein. Euh, en particulier sur les impôts. Tout le monde en paie trop. Est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer les impôts? Je pense pas. Je pense pas. Tout le monde paie trop d'impôts. Personne ne voudrait sérieusement supprimer les impôts. Vous voyez? Ça, c'est typiquement un bon argument. Chacun vit l'impôt de manière négative, si vous voulez. Personne ne prend plaisir à payer ses impôts. Enfin, il y a des pervers, hein, si vous voulez. Il y en a peut-être qui prennent leur pied en voyant moins 500, moins 600, moins 700 euros tous les mois sur leur compte en banque. Personnellement, ce n'est pas mon cas. J'ai des plaisirs simples dans la vie. Euh, Pas celui-là. Donc en gros, c'est douloureux pour tout le monde, mais personne n'envisagerait la suppression pure et simple de l'impôt sur le revenu. Enfin, il y en a quelques-uns, si vous voulez, des économistes et des penseurs pour penser ça. Ils sont quand même relativement peu nombreux et ça serait perçu comme quelque chose de scandaleux par la population. Alors, petite synthèse, ça sonne à quelle heure? Je sais plus non plus. On va essayer d'aller le plus loin possible. Euh, Y a-t-il une vraie différence? Ouais, faut noter. Allez, c'est parti, je dicte. Robin! Ça devrait devenir votre sonnerie de portable. Alors, y a-t-il une différence entre la contrainte et l'obéissance? Y a-t-il une différence entre la contrainte et l'obéissance? A priori, oui. Et nous l'avons vu dans l'introduction. La contrainte repose sur la force. La contrainte repose sur la force. Alors que l'obéissance repose sur la volonté. Sur la volonté. Or, on peut se demander si l'obéissance n'est pas simplement si l'obéissance n'est pas simplement l'intégration d'une contrainte. Alors, c'est la question que pose Pascal, c'est la question que pose Blaise Pascal dans la pensée 103. Oui, c'est la question que pose Pascal dans la pensée 103 de l'édition La Fuma des pensées. La Fuma, Lafuma.
dans l'édition Lafuma des pensées. Lafuma. Alors pourquoi c'est important de le préciser simplement parce que Pascal est mort très jeune sans avoir publié les pensées. On a retrouvé le texte, c'est-à-dire le manuscrit des pensées chez lui, manifestement dans le désordre, et il y a eu plusieurs éditions des pensées avec différents classements des fragments de texte qui composent les pensées. Alors, non, il s'appelle Blaise Pascal. Blaise Pascal. Alors, Pascal compare la force et la justice et se demande comment combiner les deux. Pour Pascal, la justice est suivie parce qu'elle est reconnue pour elle-même. Pour elle-même. Pour Pascal, la justice est suivie parce qu'elle est reconnue pour elle-même. Alors que la force est suivie, parce qu'on est soumis à son pouvoir de contrainte. Alors que la force est suivie parce qu'on est soumis à son pouvoir de contrainte. La différence fondamentale entre la justice et la force, c'est qu'on ne sait pas Pardon, excusez-moi, est-ce que vous pouvez rayer? C'est que la justice peut être toujours contestée. C'est que la justice, la différence fondamentale entre la force et la justice, c'est que la justice peut être toujours contestée. Voire qu'on est incapable de la reconnaître. La justice peut être toujours contestée, voire qu'on ne peut pas la reconnaître. Alors que la force est reconnaissable et incontestable. Voilà, on s'arrête là. On reprend là-dessus demain, il me semble. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.